Il existe une partie de votre esprit qui vous est aussi inconnue que la face cachée de la Lune. Considérez la psyché humaine, votre propre esprit, comme une vaste et ancienne maison, votre moi conscient, la partie de vous qui écoute ces mots en ce moment, a passé toute sa vie dans quelques pièces bien éclairées au rez-de-chaussée. Vous connaissez la disposition de cet espace, le mobilier, la vue depuis les fenêtres. Vous vous sentez à l'aise ici, c'est l'entièreté du monde que vous connaissez. Mais cette maison est bien plus grande que ces quelques pièces. Sous le plancher, sous le confort familier de vos pensées quotidiennes, se trouve une cave tentaculaire, un sous-sol profond et sinueux qui s'étend jusqu'aux fondations même de la Terre. C'est l'inconscient personnel et collectif. Il n'est pas vide, il est rempli de souvenirs oubliés, d'instincts anciens, de symboles puissants, de géants endormis et de trésors cachés. Il contient le plan même de toute la maison, l'architecture secrète de votre propre âme, le véritable voyage d'une vie humaine, la grande aventure à laquelle certains sont appelés, est la descente courageuse dans ces ténèbres. C'est le processus d'exploration de ces couloirs oubliés, de rencontre avec ceux qui y vivent et d'apprentissage pour devenir le maître de toute la maison, et pas seulement des pièces ensoleillées. Ce voyage a un nom. Il s'appelle l'individuation. C'est le chemin pour devenir entier. Mais une chose particulière arrive à ceux qui font cette descente. Lorsqu'ils reviennent au rez-de-chaussée, portant les trésors qu'ils ont trouvés, ils découvrent une vérité profonde et frustrante. Ils détiennent une carte des profondeurs de l'âme, une carte écrite dans un langage de symboles, de rêves et de sentiments accablants. Et lorsqu'ils essaient de montrer cette carte aux autres, aux personnes qu'ils aiment et qui vivent encore uniquement dans les pièces ensoleillées, ils se heurtent à des regards vides. La carte, si pleine de sens pour eux, ressemble à un non-sens pour tous les autres. C'est le silence de l'alchimiste. C'est la découverte que les vérités les plus profondes, les réalisations les plus transformatrices, ne peuvent pas être directement partagées. Essayer n'est pas seulement futile, mais peut causer plus de confusion que de clarté. Il s'agit d'un voyage dans 5 de ces vérités non partageables. Les intuitions sacrées dont, par une sagesse profonde et un respect profond pour le voyage des autres, la personne véritablement intégrée apprend à garder le silence. Ce silence n'est pas né de l'arrogance ou d'un désir de secret, mais de la reconnaissance humiliante que les chambres les plus profondes de l'âme doivent être pénétrées seules, et que la clé de votre propre porte intérieure ne peut pas vous être donnée par un autre. Avez-vous déjà fait un rêve si vif, si puissant, qu'il vous a semblé plus réel que votre vie éveillée? Un rêve qui vous a laissé secouer, rempli d'une crainte indescriptible ou d'une vérité profonde et troublante? Vous vous réveillez avec la sensation qu'il est encore accroché à vous, une charge d'énergie dans vos cellules mêmes. Vous ressentez une envie irrésistible de le partager, d'expliquer cette expérience incroyable à votre partenaire ou à un ami proche. Vous ouvrez la bouche et vous commencez à décrire les paysages étranges, les rencontres symboliques, les émotions puissantes. Et au fur et à mesure que les mots quittent vos lèvres, vous sentez l'expérience elle-même commencer à mourir. Vous le voyez dans leurs yeux. Ils essaient d'être polis, mais ils ne peuvent pas ressentir ce que vous avez ressenti. Pour eux, ce n'est qu'une histoire étrange, une collection bizarre d'images. Votre description d'une rencontre transformatrice avec un lion ailé devient, à leurs oreilles, « Donc tu as fait un rêve bizarre à propos d'un gros chat avec des ailes ». La magie s'évapore sous la lumière crue de leur logique. L'énergie sacrée, le sentiment lumineux qui vous a secoué jusqu'à la moelle, se dissipe dans l'air. Il ne vous reste que la coquille vide d'une histoire et un sentiment d'être totalement seul avec votre expérience. C'est précisément ce qui se passe lorsque l'on essaie de partager la rencontre directe et transformatrice avec le soi, le véritable centre de la psyché. Cette rencontre est le but et le moteur du processus d'individuation. C'est un moment, ou une série de moments, où le petit ego conscient réalise qu'il n'est pas le roi du château, mais qu'il est plutôt au service d'une conscience beaucoup plus grande, plus sage et plus complète à l'intérieur. Ce n'est pas une idée que vous apprenez dans un livre, c'est une expérience directe et accablante. On a l'impression de se réveiller pour la première fois. Le monde est soudainement vibrant, interconnecté et profondément significatif. Et l'ego, la partie de vous qui veut s'attribuer le mérite du lever du soleil, veut immédiatement revendiquer cette expérience comme sa propre réussite. Il devient gonflé,
rempli d'un sentiment d'importance spirituelle. Il veut courir et le dire à tout le monde. Je l'ai vu, je comprends le secret. Mais ce faisant, il commet la toute première erreur. Il essaie de décrire une symphonie en brandissant une seule note. L'expérience du soi est une réalité holistique et globale. Le langage est un outil de l'ego analytique, conçu pour décomposer les choses en parties. Et ainsi, la tentative de communiquer le tout avec l'outil de la partie est vouée à l'échec dès le départ. Pire qu'un simple échec, cela crée une profonde distorsion psychologique. L'orateur, dans son état gonflé, se présente comme un gourou, comme quelqu'un qui est arrivé. Il crée une hiérarchie artificielle entre lui et l'auditeur, une division entre l'éveillé et l'endormi. C'est un piège de l'ego, une fierté spirituelle qui est le contraire même de l'humilité qui découle d'une véritable connexion au soi. L'auditeur, à son tour, ne reçoit pas la vérité profonde de l'expérience. Au lieu de cela, il est fasciné par la personne qu'il a vécue. Il veut connaître votre secret. Il veut analyser votre personnalité. Il veut comprendre le doigt pointant vers la lune, plutôt que de regarder la lune elle-même. Il commence à vénérer le messager, manquant complètement le message qui était censé éveiller quelque chose en lui. La vraie sagesse comprend ce danger. Elle apprend à garder l'expérience lumineuse, à la maintenir à l'intérieur comme un feu sacré qui réchauffe l'âme. Elle sait que ce feu intérieur n'est pas une torche à agiter pour que les autres la voient, mais une flamme tranquille et constante qui fournit la lumière pour son propre voyage continu dans les profondeurs. L'expérience n'est pas une réussite à annoncer, mais une nouvelle orientation à vivre, silencieusement et authentiquement, de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois que la futilité de partager l'expérience directe devient claire, une pensée logique suivante se pose. « Très bien, » dit l'esprit. « Si je ne peux pas partager la destination, peut-être puis-je partager la carte. Si je ne peux pas décrire le trésor, je peux au moins dire aux autres comment je l'ai trouvé. » C'est la tentation de partager les méthodes spécifiques, la formule personnelle, les techniques spirituelles qui ont semblé fonctionner pour vous. Cela vient d'un désir sincère d'aider. Vous avez trouvé un chemin à travers la forêt dense, et maintenant vous voulez revenir en arrière et clouer des panneaux aux arbres pour que les autres les suivent. Mais cela aussi est une profonde incompréhension de la nature du voyage. Le chemin de l'individuation, le travail intérieur de l'alchimiste, est radicalement et sans compromis personnel. La psyché de chaque personne est un paysage unique. Votre monde intérieur est peuplé de votre propre collection spécifique de conflits non résolus, de votre propre histoire familiale, de votre propre conditionnement culturel et de vos propres schémas archétypaux uniques. Le grand œuvre, comme l'appelèrent les alchimistes, est le processus lent, patient et souvent désordonné d'entrer dans un dialogue vivant avec votre contenu intérieur spécifique. Partagez votre méthode. C'est comme un alchimiste qui, après une vie de labeur, transforme enfin son propre plomb personnel en or, puis publie les mesures exactes de ses ingrédients pour que les autres les suivent. Il leur dit « Utilisez 3 onces de regret en poudre, une pinte de colère infantile refoulée, et chauffez-le avec la flamme lente de la méditation patiente pendant 10 ans. » Une autre personne suit sa recette à la lettre, mais pour elle, elle ne produit que de la fumée toxique. Pourquoi ? Parce que l'ingrédient le plus crucial de la formule originale était l'alchimiste lui-même. C'était son plomb, son regret, sa colère qui avaient besoin de ce processus spécifique de transmutation. Le plomb de l'autre personne est une substance entièrement différente. Ils peuvent avoir besoin de travailler non pas avec la colère, mais avec le chagrin. Ils peuvent avoir besoin non pas de la flamme lente de la méditation, mais du feu soudain de l'expression cathartique. Leur donner votre formule, c'est les distraire de la tâche essentielle de découvrir la leur. Une pratique spirituelle vivante est un dialogue réactif avec votre propre âme. Elle est désordonnée, intuitive et en constante évolution. Un jour, le travail pourrait être de s'asseoir en silence. Le lendemain, il pourrait être de peindre, d'écrire ou d'avoir une conversation difficile que vous avez évitée. Un rituel mort, en revanche, est une forme adoptée de l'extérieur, une méthode empruntée à quelqu'un d'autre qui n'a aucun lien avec votre propre réalité intérieure. Il devient juste un autre mécanisme de défense de l'ego, une autre façon de se sentir comme si vous faisiez le travail
tout en évitant en réalité la rencontre brute, imprévisible et parfois terrifiante avec votre propre inconscient. Lorsque vous donnez une méthode à quelqu'un, vous l'encouragez à se concentrer sur la forme externe plutôt que sur le contenu interne. Vous risquez de transformer son voyage en une performance, une façon de s'efforcer d'atteindre un objectif fixé par un autre. C'est un service subtil mais profond. L'aide la plus sincère que vous puissiez offrir n'est pas de leur donner votre carte, mais de les encourager à apprendre les compétences de la cartographie par eux-mêmes. C'est faire confiance au fait que leur propre guide intérieur, leur propre soi, leur fournira les outils et les pratiques exactes dont ils ont besoin, au moment exact où ils y sont prêts. Le silence de l'alchimiste, alors, s'étend à sa formule. Il sait que le grand œuvre ne consiste pas à trouver la bonne recette, mais à développer le courage et la sensibilité nécessaires pour écouter les besoins de sa propre âme unique. Au fur et à mesure que le voyage intérieur s'approfondit, une nouvelle forme de vision commence à se développer. Votre perception du monde, et en particulier des autres, devient plus nette, plus pénétrante. C'est comme si on vous avait donné une nouvelle paire d'yeux, capable de voir sous la surface des choses. Vous commencez à percevoir la dynamique subtile de la psyché humaine en action. Vous pouvez voir comment le comportement d'une personne est motivé par des peurs dont elle n'est pas elle-même consciente. Vous pouvez voir les blessures d'enfance non guéries qui façonnent ses relations adultes. Vous pouvez voir son ombre, les parties reniées et refoulées de sa personnalité qui se cachent derrière ses intentions conscientes. Vous pouvez voir la danse complexe de ses complexes psychologiques se dérouler dans sa vie quotidienne. Avec cette nouvelle vision vient une énorme tentation. Une tentation née à la fois de la compassion et d'un subtil soupçon d'ego. La tentation d'aider. Vous voyez si clairement les schémas d'auto-sabotage de votre ami, et vous ressentez une forte envie de les lui signaler. Vous voulez être le guérisseur sage, celui qui peut diagnostiquer son problème et lui offrir la guérison de votre perspicacité. C'est peut-être l'une des erreurs les plus dangereuses et les plus courantes sur le chemin. Offrir une perspicacité non sollicitée dans la psyché d'une autre personne, c'est pratiquer une intervention chirurgicale avec une lame rouillée dans une pièce sombre. Même si votre diagnostic est techniquement correct, votre intervention est presque certaine de causer plus de mal que de bien. Les défenses psychologiques d'une personne, son déni, ses projections, ses rationalisations, sont là pour une raison. Elles sont comme un plâtre sur un os cassé. Elles peuvent être encombrantes et limitatives, mais elles maintiennent la psyché ensemble pendant qu'un processus de guérison plus profond, caché à la vue, a lieu. Essayer d'arracher ce plâtre avant que l'os ne se soit ressoudé est un acte de violence. Lorsque vous confrontez quelqu'un à une vérité qu'il n'est pas prêt à voir, vous ne l'éclairez pas. Vous déclenchez ses défenses les plus profondes. Il vous combattra, il vous en voudra, il vous rejettera et il s'accrochera encore plus fermement au schéma même que vous essayez de l'aider à abandonner. Vous ne l'avez pas aidé, vous n'avez fait que renforcer ses défenses et potentiellement endommager votre relation avec lui. Il y a une raison plus profonde à ce silence. Le désir de réparer une autre personne découle souvent de notre propre archétype de guérisseur sage non intégré. C'est une forme subtile d'inflation, une façon pour notre ego de se sentir important et compétent. Cela nous permet de nous concentrer sur la paille dans l'œil de notre frère, afin de pouvoir ignorer la poutre dans le nôtre. La personne vraiment sage comprend que la conscience ne peut pas être forcée. Elle se déploie en son temps, comme une fleur. Vous ne pouvez pas ouvrir les pétales de force sans détruire la fleur. Tout ce que vous pouvez faire, c'est fournir les bonnes conditions. La lumière du soleil, l'eau, une bonne terre, puis reculer et faire confiance au processus. En termes humains, cela signifie offrir une présence compatissante et sans jugement. Cela signifie écouter profondément sans avoir besoin de réparer ou de conseiller. Cela signifie maintenir un espace sûr où l'autre personne, lorsqu'elle est prête, peut commencer à se voir plus clairement. La perspicacité, pour être transformatrice, doit surgir de l'intérieur de sa propre âme. Elle ne peut pas être implantée de l'extérieur. L'alchimiste apprend à garder son regard pénétrant pour lui-même. Il sait que nommer l'ombre d'un autre est une transgression. La vraie guérison n'est pas un acte d'intervention, mais un acte de témoin patient et aimant. Plus profondément encore dans ce voyage intérieur, au-delà de l'inconscient personnel avec ses souvenirs oubliés et ses contenus refoulés,
se trouve une couche de la psyché qui est vaste, ancienne et impersonnelle. C'est l'inconscient collectif, l'héritage psychique partagé de toute l'humanité. Entrer dans ce royaume, c'est quitter les rivages familiers de l'ego personnel et prendre la mer sur un océan sans limite. Et au cœur de cet océan, on est inévitablement confronté à ce qui ne peut être décrit que comme l'abîme, le vide, le grand néant. C'est la réalisation profonde et terrifiante que le sol solide sur lequel vous avez construit votre vie, votre identité, vos croyances, votre sens de soi, n'est pas solide du tout. C'est une construction, une histoire que l'ego se raconte à lui-même. L'expérience est celle d'une dissolution de l'ego. En termes alchimiques, c'est le nigredo, le noircissement, une étape nécessaire où les anciennes structures rigides sont dissoutes dans un chaos informe, avant que quelque chose de nouveau puisse naître. Pour la psyché qui est préparée, pour l'individu qui a fait le travail minutieux de renforcer sa connexion au soi, cette expérience de l'absence de fondement est finalement libératrice. C'est la réalisation que vous n'êtes pas le petit personnage séparé dans l'histoire, mais la conscience illimitée dans laquelle l'histoire se déroule. C'est la libération de la prison d'une identité fixe. Mais décrire cet abîme libérateur à quelqu'un dont tout le sens de la sécurité repose sur la solidité de son ego est psychologiquement irresponsable. C'est comme dire à un homme qui se tient avec assurance au 10e étage d'un gratte-ciel que le bâtiment n'est pas fait d'acier et de béton, mais qu'il s'agit simplement d'une formation nuageuse scintillante. Pour vous, qui avez appris à voler, la beauté des formes changeantes est magnifique. Pour lui, qui ne sait que se tenir debout, tout ce que vous avez communiqué, c'est la terreur que le sol soit sur le point de disparaître sous ses pieds. Quand on parle du vide à ceux qui n'y sont pas préparés, ils n'entendent pas libération, ils entendent anéantissement. Ils n'entendent pas interconnexion, ils entendent absence de sens. Cela menace leur santé mentale même, car l'ego, dans sa fonction première, est une machine à construire des structures. Son travail consiste à créer un sens stable de soi pour naviguer dans le monde. Lui dire que son fondement est une illusion, avant qu'il ne se soit connecté au fondement plus profond du soi, peut déclencher une crise psychique. Cela peut mener à un profond désespoir, au nihilisme, ou même à une crise psychotique. Les anciennes traditions de sagesse comprenaient parfaitement ce danger. Les enseignements les plus profonds n'étaient jamais criés sur les toits. Ils étaient réservés aux initiés, à ceux qui avaient subi des années de préparation psychologique et spirituelle. On ne leur donnait le remède de cette vérité que lorsque leur constitution psychique était assez forte pour supporter sa puissance dissolvant le monde. C'est pourquoi l'alchimiste parle de cette réalité ultime, sous des voiles de symboles et d'allégories. Il sait que la vérité du vide ne peut pas être un enseignement direct. C'est une réalité qui doit être abordée lentement, prudemment, et gagnée par le travail difficile de démantèlement de ses propres illusions, pièce par pièce, jusqu'à ce que l'on soit prêt à affronter le mystère illimité, vide et créatif, d'où toute chose émerge. Finalement, après avoir navigué dans les profondeurs et intégré ses profondes intuitions, le voyageur retourne au monde de la vie quotidienne. Mais il n'est plus la même personne qui a commencé le voyage. Il opère maintenant à partir d'un centre différent. Ses actions ne sont plus dictées principalement par le conditionnement social, la peur de la punition ou le désir d'approbation. Il a transcendé la moralité du personnage. Le personnage est le masque social que nous portons tous, la collection de rôles et d'attitudes que nous adoptons pour nous intégrer à la société. La moralité conventionnelle est, pour la plupart, le script qui accompagne ce masque. La personne individuée reconnaît le script pour ce qu'il est, un ensemble d'accords utiles et souvent nécessaires pour vivre dans une société complexe, mais elle ne s'y identifie plus. Elle est libérée de la compulsion intérieure de suivre les règles simplement parce que ce sont les règles. Maintenant, si vous deviez annoncer cette liberté publiquement, si vous deviez dire « Je suis au-delà du bien et du mal », vos codes moraux ne s'appliquent plus à moi, vous seriez profondément mal compris. Les gens supposeraient que vous êtes devenu un dangereux égoïste, un narcissiste qui croit avoir le droit de faire ce qu'il veut sans égard pour les autres. Ils ne peuvent pas imaginer une moralité qui ne provienne pas d'une autorité extérieure, que ce soit un livre sacré, la loi ou la pression sociale. Pour eux,
la liberté par rapport aux règles doit inévitablement mener au chaos et au mal. Il voit un capitaine de navire qui a jeté les cartes côtières par-dessus bord, et il suppose qu'il est sur le point de s'écraser sur les rochers. Il ne voit pas qu'il ne navigue plus par la côte, mais par les étoiles éternelles. La vérité est que la personne individuée agit souvent de manière plus éthique et compatissante que ceux qui suivent strictement un code moral. Pourquoi ? Parce que ses actions sont guidées par quelque chose de plus profond, la totalité intégrée du soi. Ayant confronté et intégré sa propre ombre, elle est beaucoup moins susceptible de la projeter sur les autres. Elle a vu sa propre capacité à l'obscurité, et cela l'a rendue humble et compatissante. Elle agit avec gentillesse non pas parce qu'une règle le lui dit, mais parce que, grâce à sa connexion au soi, elle a un sentiment ressenti de son interconnexion avec toute la vie. Faire du mal à un autre, de ce point de vue, est aussi insensé et douloureux que de faire du mal à son propre corps. Sa moralité n'est pas un ensemble de devrait et de ne devrait pas rigides, mais une sagesse fluide et réactive qui surgit spontanément à chaque instant. Paradoxalement, cette liberté intérieure l'amène souvent à suivre les règles sociales avec plus de grâce et de facilité que les autres. Elle paie ses impôts, elle est polie dans la conversation, elle obéit au code de la route, elle porte le personnage légèrement, comme un outil pratique pour une interaction harmonieuse, sans jamais confondre le masque avec son vrai visage. Elle peut jouer son rôle dans le grand drame de la société avec compétence et engagement, tout en sachant, dans les profondeurs tranquilles de son être, que tout cela est une pièce de théâtre. L'alchimiste a appris ce silence final. Il ne se vante pas de sa liberté, car il sait qu'elle ne serait perçue que comme une menace. Au lieu de cela, il la vit simplement, se déplaçant dans le monde avec une boussole intérieure qui est invisible à tous, sauf à lui-même. Nous n'arrivons donc pas à une fin, mais à un nouveau commencement. Le voyage d'individuation, le grand œuvre de l'alchimiste, ne se termine pas par l'accumulation de connaissances secrètes à distribuer aux masses. Son véritable produit n'est pas une doctrine à enseigner, mais une vie à vie. Le but est de passer de l'explication du voyage à l'incarnation de ses résultats. L'enseignement le plus puissant et le plus transformateur est, en fin de compte, non-verbal. C'est la présence tranquille et intégrée d'une personne qui a affronté ses propres profondeurs et trouvé son vrai centre. C'est le calme dans ses yeux, la compassion dans sa voix, l'authenticité dans ses actions. Ce rayonnement silencieux d'un être humain entier crée un champ de possibilités autour de lui. C'est une présence qui, sans un seul mot, donne aux autres la permission de commencer leur propre descente. Elle crée un espace sûr où les âmes des autres se sentent vues, comprises et encouragées à entreprendre leur propre voyage unique. Par conséquent, la sagesse finale est de tourner votre attention vers l'intérieur. Occupez-vous de votre propre alchimie intérieure. Concentrez-vous sur le travail difficile, courageux et profondément personnel de devenir entier. Le résultat de ce travail n'est pas quelque chose que vous devez annoncer. Un jardin ne crie pas à propos de ses fleurs. Il fleurit simplement, et son parfum se répand naturellement sur le vent, attirant à lui ceux qui sont destinés à le trouver. Vivez votre intégration, soyez la paix tranquille et la force inébranlable que vous avez découverte. Et si quelqu'un, vraiment prêt, avec un cœur sincère, vous approche sur le chemin et vous demande conseil, vous saurez quoi faire. Vous parlerez, non pas comme un maître qui est arrivé, mais comme le dit la vieille histoire, comme un mendiant disant à un autre où trouver du pain. Vous partagerez non pas avec la fierté de la connaissance, mais avec l'humilité d'un compagnon de voyage, en les renvoyant toujours, non pas à vous-même, mais à la source de toute sagesse au sein de leur propre âme. Car c'est le plus beau et le plus libérateur des secrets. Le grand trésor n'est pas à la fin d'un long et ardu voyage. Il est déjà là, enfoui dans la cave de notre propre maison, attendant patiemment que nous rentrions chez nous.